Les femmes et la force publique du Congo belge dans la Grande Guerre en Afrique centrale et orientale 1914-1918. C'est un texte du professeur Pamphile Mabiala Mantouba Ngoma de l'Université de Kinshasa en RDC. De prime abord, il faut dire que la force publique, armée coloniale du Congo belge, fut créée en 1885. Son histoire est inscrite timidement dans les pages de l'histoire globale. Bien qu'elle joue un rôle très important aussi bien dans la Grande Guerre que dans la Seconde Guerre mondiale, la participation à ces deux conflits mondiaux est malheureusement peu connue. En effet, les exploits de ces soldats durant la Grande Guerre sont présentés comme étant des réalisations des troupes belges qui menèrent des campagnes coloniales belges en Afrique. De plus, dans la force publique, on ne recrutait que des hommes. Dès lors, démontrer que les femmes congolaises ont joué un rôle dans la Grande Guerre en Afrique centrale et orientale devient une véritable gageure. Et pour y parvenir, il était nécessaire de procéder comme un détective à la recherche d'un crime afin de retrouver des sources susceptibles de nous documenter sur le sujet. La question de la présence des femmes congolaises en garnison dans les camps de longue durée et en opération militaire de la force publique est très controversée. Les avis étaient partagés entre ceux qui estimaient que la sexualité et son contrôle constituaient des enjeux de la politique coloniale parce qu'elle était l'un des marqueurs des frontières raciales, et d'autres qui estimaient qu'il fallait favoriser la présence des familles considérées comme éléments stabilisateurs dans la vie des camps. L'ambition de mon étude est de montrer que les femmes congolaises ont été non seulement un enjeu de propagande de guerre, dans la fabrication de l'image de l'ennemi allemand, et donc un leitmotiv de mobilisation des soldats pour le combat, mais aussi des campagnes de route des gradés européens et des soldats dans la longue marche vers le front. Dans cette étude, nous parlons tout d'abord de la présence de la femme en garnison en temps de paix, avant 1914. Évidemment, temps de paix, quand il y a occupation du territoire, c'est presque pas sérieux de le dire ainsi. Puis brièvement, la participation de la force publique du Congo belge à la Grande Guerre au Cameroun et en Afrique orientale allemande, et enfin le rôle des femmes dans les troupes de la force publique en opération, de 1914 à 1918. D'abord, les femmes en garnison en temps de paix avant 1914. La politique traditionnelle du commandement fut toujours de favoriser la présence des familles considérées comme éléments stabilisateurs. Cela alla de l'institution réglementaire d'une participation au paiement de la dot, à la reconnaissance de facto des concubines, la situation journalière des effectifs, documents administratifs de base du commandement d'unité, tenus avec le plus grand soin parce qu'il fallait justifier toute rémunération en nature et en espèces, comporta longtemps des rubriques telles que femmes régulières, concubines rationnées et concubines tout court. La concubine rationnée avait droit à la ration alimentaire, tandis que la simple concubine n'avait que le droit de séjour. Cette situation, que d'aucuns considèrent comme immorale, fut bien entendu souvent combattue. Mais la nécessité et le bon sens firent qu'on ne put jamais la modifier radicalement. Sur les documents matriculaires, fiches individuelles des soldats, mention était faite de la nature du mariage religieux ou coutumier. Le soldat et sa femme.
Les soldats vivaient en famille dans les camps militaires, mais aussi en campagne. Les femmes relevaient de l'autorité militaire comme leurs maris. Elles étaient astreintes à quelques heures de travail dans les camps, en plus de leurs charges ménagères habituelles. Les femmes de militaires engagés étaient dispensées des travaux pour les camps. Les femmes relevaient de l'autorité militaire. Comme leurs maris, si des mesures disciplinaires devaient être prises. Les affaires d'adultère étaient fréquentes et venaient ainsi au rapport du commandant, ce qui permettait à l'ensemble du camp d'en tirer profit pour des commérages. Souvent, c'est à l'appel de l'après-midi qu'on racontait ce genre d'histoire. Les soldats vivaient au camp avec sa femme et ses enfants. Diverses mesures furent prévues pour favoriser l'admission des miliciens et des volontaires mariés. Proscrivant la polygynie, le fait d'avoir plusieurs femmes pour un homme, le gouvernement favorisa le mariage légitime des soldats et en prit les frais à sa charge. Il alloua à la femme un salaire mensuel, mais elle devait en contrepartie travailler aux cultures destinées à l'alimentation de la troupe. Chaque soldat marié disposait d'un lopin de terre dont les produits lui appartenaient. Pour sauvegarder la moralité des ménages, dès le début, on affecta aux soldats mariés des logements à part. Les femmes légitimes étaient seules autorisées à suivre leurs maris dans les changements de garnison. Donc les concubines, on les abandonnait avec enfants là où il y avait les centres d'instruction. À la longue, de nombreux inconvénients résultèrent du fait que la plupart des soldats contractaient des unions temporaires dans les régions où ils étaient en service, avec des femmes n'appartenant pas à leur ethnie qu'ils abandonnaient à l'expiration de leur terme de service. Cette instabilité des unions ne pouvait pas plaire à l'autorité, surtout qu'elle entraînait une faible natalité au sein de la population militaire. Les autorités favorisaient l'union des miliciens avec des femmes de leur ethnie d'origine. Si la polygamie était interdite, les soldats ne se mariaient toujours pas de façon légitime. Le concubinage était autorisé à cause du déplacement continué des soldats. Les concubines étaient, du reste, considérées comme étant de loin plus dociles que les femmes légitimes et moins poussées à commettre l'adultère dans les camps. Si le soldat considérait la prostitution de sa femme comme un déshonneur, il était pourtant lui-même souvent un délinquant sexuel. Le problème d'adultère était sérieux, de telle sorte que le soldat n'avait même plus confiance en sa femme légitime. Cela se traduisait par des adages comme « soldat azalakana mwasite mwasinaye obele makangonaye », c'est-à-dire le soldat n'a pas d'épouse, son épouse n'est qu'en fait que sa concubine. Ou encore, soldat azali bontaba, aliaka ben zinganzinga, c'est-à-dire le soldat est comme une chèvre, il broute autour de l'arbre. Ou encore, obali mwasi kitoko batiniyo moke na secteur. C'est-à-dire, si tu épouses une belle femme, où on t'enverra souvent dans les secteurs en patrouille et ou en opération de longue durée. Il faut retenir cependant que la cohabitation avec une femme de la région de stationnement devait être au préalable autorisée par le commandant de la compagnie. Ces derniers pouvaient décider de l'expulsion d'une concubine pour raison d'inconduite notoire. De plus, à l'expiration du terme de service du soldat, la concubine était répudiée. En effet, les soldats qui se rendaient en congé illimité ne pouvaient voyager qu'avec sa femme légitime, mariage coutumier, religieux ou civil. Cette dernière et ses enfants âgés de moins de 16 ans avaient droit aux frais de voyage au lieu de la garnison au chef-lieu du territoire dans lequel ils se rendaient en congé.
L'installation d'une garnison dans un territoire donné contribuait non seulement à son essor démographique, mais surtout elle a engendré la naissance d'enfants naturels, souvent condamnés à vivre dans la misère. Les femmes ainsi abandonnées à elles-mêmes passaient du concubinage à la prostitution afin de garantir la survie de leurs enfants. Il n'était pas rare non plus de voir les commandants du camp intervenir pour régler des querelles de ménage, des bagarres entre femmes d'ethnies différentes et qui se crêpaient les chignons et le plus souvent des problèmes d'adultère. Les gradés européens et sa ménagère. L'officier ou sous-officier européen, quant à lui, aimait avoir à ses côtés sa ménagère noire. Vouloir supprimer cette coutume signifiait mécontenter l'Européen et le pousser à se procurer occasionnellement des femmes, d'indigènes ou des soldats et de ce fait lui faire courir plus fréquemment les risques de contracter des maladies vénériennes. Tout en étant conscient de la relation existant entre l'Européen et sa ménagère, on s'efforçait d'empêcher l'Européen de vivre ouvertement avec sa ménagère. On s'efforçait en l'obligeant à une certaine retenue ou dignité dans ses relations avec la femme noire. En général, celle-ci devait habiter en dehors de l'habitation propre du blanc et ne pas y avoir publiquement accès. Il était recommandé que l'Européen n'eût pas de relations sexuelles avec sa ménagère. Ses liaisons avec des femmes de soldats ou d'indigènes étaient officiellement interdites afin d'éviter de porter atteinte au prestige du blanc et à la discipline militaire. Si cela advenait tout de même, les mesures de répression étaient nuancées, car la culpabilité de l'Européen était parfois atténuée lorsque les soldats ou l'indigène étaient consentants, moyennant remise d'une compensation matérielle. Les femmes durant les opérations d'occupation militaire. Dans les opérations d'occupation du territoire, soldats et porteurs désiraient être accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Cependant, ils étaient prêts à y renoncer si le chef direct avec clairement expliqué la nécessité du maintien des femmes loin des troupes. De plus, ces chefs ne devaient pas tolérer d'exceptions et devaient donner eux-mêmes l'exemple. Durant l'occupation du territoire, la présence des femmes et des enfants au sein des expéditions conférait à celles-ci un paysage pittoresque. Il fallait prendre des dispositions spéciales pour installer les femmes à côté de leurs maris avec leurs bagages. Les petits espaces vitaux occupés par un soldat, sa femme et ses enfants constituaient le foyer conjugal où la femme installait 3 blocs de pierre devant servir de point pour mettre le feu et de support afin de poser les marmites pour préparer les aliments. Chaque jour de campement, on assistait à un grouillement de monde en observant les va-et-vient continuels des soldats, de femmes et d'enfants entre les camps et les ruisseaux. Le repas, une fois préparé, les membres de chaque famille mangeaient au même plat et trempaient leur farine bouillie dans le même vase contenant la sauce pimentée, composée de sel, de piment et d'eau. Lors des fêtes, les femmes faisaient partie du butin. On les attrapait là. Plusieurs d'entre elles passèrent ainsi plusieurs fois d'un camp à l'autre. Il convient de souligner enfin que la présence des femmes et des enfants contribuait à l'étirement en longueur d'une colonne militaire en marche et augmentait considérablement les problèmes de ravitaillement. La colonne était composée non seulement de soldats proprement dit, à peu près d'autant de femmes dont certaines avaient des enfants, des boys des officiers blancs ou de certains soldats, et nombre considérable de porteurs portant chacun 30 kilos. Ainsi donc, le nombre de personnes
qui composaient une colonne militaire, étaient au minimum de 4 à 5 fois plus élevés que les effectifs militaires. Pour les combats, les femmes et les enfants n'étaient pas à l'abri des balles, mais n'étaient jamais comptés dans les statistiques parmi les pertes en vies humaines. La participation de la force publique à la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est la guerre 1914, Première Guerre mondiale, 1914-1918. L'article 10 de l'acte de Berlin garantissait la neutralité du bassin du Congo. Le 7 août 1914, la Belgique avisa la France et l'Angleterre qu'elle voulait sauvegarder la neutralité du bassin du Congo et que, guidée par des raisons humanitaires, il n'avait aucune envie de voir commencer les hostilités au centre de l'Afrique. Il avait pourtant pris des mesures pour protéger les frontières congolaises longeant les possessions allemandes. L'attaque allemande du 22 août 1914 contre le port de Lukuga sur le lac Tanganyika viola la neutralité du territoire congolais comme l'Allemagne l'avait fait en occupant la Belgique en date du 4 août 1914. Dès lors, les Allemands violèrent l'acte de Berlin en commençant par attaquer les positions belges de lac Tanganyika et Kivu. Il fallait rompre avec toute attitude de neutralité et de passivité afin de défendre la colonie contre toute invasion et participer éventuellement sur le sol africain à l'action des Alliés. Le 28 août 1914, le gouvernement autorisa une certaine coopération avec les Français à l'ouest et avec les Britanniques à l'est, et même toute action offensive qu'exigerait la défense du territoire. Conçue comme une force chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre public au Congo, la force publique n'était pas du tout préparée et outillée pour résister à l'avalanche de tétons d'Europe. Elle n'avait donc aucune chance d'affronter avec succès l'agression d'un adversaire instruit et armé à l'européenne et qui aurait manifesté un peu de mordant. Le général Paul Hermès, commandant en chef de la force publique, était persuadé que si les Allemands l'avaient voulu, ils auraient pris et occupé le Congo belge sans rencontrer une farouche résistance. C'est justement parce que les Allemands n'ont rien tenté de sérieux contre le Congo belge que le commandement a eu le loisir depuis 1914 jusqu'en avril 1916 de requinquer l'appareil militaire de la force publique, faire intervenir les cadres, les armes, les approvisionnements qui manquaient, compléter l'instruction des troupes et procéder méthodiquement à la mobilisation et la concentration matérielle et humaine. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats de la force publique du Congo belge participèrent au combat sur le sol africain dans la campagne du Cameroun et dans la guerre dans l'Est africain allemand. Les campagnes militaires furent menées en 5 phases. La campagne du Cameroun, du 8 septembre 1914 en avril 1916. La campagne des Rhodésie de septembre 1914 à octobre 1915. La campagne défensive du Tanganyika, au Tanganyika et au Kivu du 9 octobre 1914 à fin 1915. La première campagne offensive de Tabora d'avril 1916 au 20 septembre 1916. La seconde campagne offensive de Mahenge du 2 septembre au 30 octobre 1917. En 1914, 2 possessions allemandes avaient une frontière commune avec le Congo, quelques kilomètres à l'ouest au Cameroun par le bec du Canard et à l'est près de 800 kilomètres de frontières, essentiellement lacustres avec l'Afrique orientale allemande. Le Cameroun allemand était un territoire acquis par l'Allemagne en 1884 et augmenté depuis 1911 d'une partie du Congo français par 2 tentacules de la Lobaye et de la Sanga, appelés bec du Canard. Le détachement belge de la force publique composé d'une compagnie au départ de 10 officiers belges
et de 570 soldats congolais, puis atteignant 600 hommes en 1915, participa pendant 16 mois, du 30 septembre 1914 à avril 1915, sous le commandement français du général Americh, à la conquête du Cameroun. Cette possession allemande fut encerclée par des forces alliées au nord-est par les Britanniques, au nord-est et au sud-est par les Français. Les croiseurs anglais bloquaient les côtes. Au combat de Nzimou le 26 octobre 1914, Monzo, Bessam, Assoban, etc., les troupes congolaises se comportèrent avec honneur. Les troupes de la force publique prirent Molundu et Lomé et s'emparèrent de Yaoundé le 1er janvier 1916. Ces troupes furent rapatriées à Boma le 1er avril 1916. Dans la campagne de Rhodésie, 1914-1915, la force publique apporta son appui aux troupes rhodésiennes. En effet, après qu'à partir du 5 septembre 1914, les troupes allemandes attaquèrent pendant 3 jours à Berkon, les troupes du Katanga sous les ordres du général Charles Tomber, composant le 1er bataillon de la force publique venu de Kitopo, apportèrent du renfort à la demande des autorités rhodésiennes. Ces troupes participèrent de septembre 1914 à octobre 1915 à la défense de la Rhodésie, actuelle Zambie, en étant des Anglais contre les raids allemands. Les Allemands furent défaits au combat de la Saïsi en 1915, mais ils continuèrent sans succès à opérer des escarmouches. C'est ainsi que dans l'Est africain allemand, Deutsch-Ostafrika, que la lutte, c'est dans l'Est africain allemand, Deutsch-Ostafrika, que la lutte la plus importante se déroula. Dès le début des hostilités, les Allemands coulent le Cecil Rose à Kituta, port anglais, et cherchent à atteindre l'Alexandre del Comine, dont le port d'attaque est Vira. Le 22 août 1914, les Allemands bombardent les postes belges installés au débouché de l'Okuga. Les vapeurs allemands Helwig von Wissmann met hors de service l'Alexandre del Comine des Belges. Comme les troupes de la force publique n'étaient pas préparées pour la guerre, il fallait jouer à la défense vers la fin de 1914 et 1915 et prendre le temps de construire une base aéronavale à Albertville, Kalemi, vers la fin de 1915 sur le lac Tanganyika, qui devait permettre au commandement allié de chasser les bateaux allemands du lac et d'y assurer la liberté totale de navigation pour les vaisseaux. Pour les vaisseaux alliés, pendant que le lancement d'une canonnière sur le lac Kivu aboutissait à un résultat analogue. Cette supériorité navale acquise, on allait entamer la phase de l'offensive avec les troupes britanniques commandées par le général d'armée sud-africain Jan Christian Schmouf. La force publique congolaise, sous le commandement du général Tomber et des colonels Molitor et Holsen, s'engagea dans la campagne offensive de Tabora à partir du 18 avril 1914 et s'empara successivement de Kigali le 6 mai 1916, de Nyanza le 19 mai 1916, d'Usumbura, Bujumbura aujourd'hui le 6 juin 1916, Kitega le 17 juin 1916, de la pointe sud-ouest du lac Victoria le 29 juin 1916, de Kigoma le 28 juillet 1916, de Rutshigi, Gotop le 30 juillet 1916, enfin de Tabora le 19 septembre 1916. Les principaux combats eurent lieu successivement à Kokawani le 6 juin 1916, Nyamvyogi le 12 juin 1916, Kato le 2 juillet 1916, Jobaïka du 14 au 15 juillet 1916, Kologwe 2 septembre 1916, Itaga
13 au 14 septembre 1916, Usoke, 7 septembre 1916, Lulanguru, 10 au 16 septembre 1916, etc. La seconde campagne offensive fut celle de Mahenge, du 2 septembre au 30 octobre 1917. Les troupes de la force publique congolaise étaient sous le commandement du lieutenant-colonel breveté d'état-major Armand Christophe Higuet et se mirent à progresser dans le sud de l'Afrique orientale allemande sur la Roua, dont la rive septentrionale était protégée par le général Paul-Émile von Lettow-Vorbeck. C'était le commandant allemand des troupes ennemies. Après plusieurs combats, dont les plus ardus furent ceux de Kidoli, Sanga, Sonde, Samagaga, ils attaquèrent le poste de Mahenge le 2 septembre 1917. Le plateau de Mahenge tomba entre les mains de la force publique le 9 octobre 1917. Continuant leur poursuite, les troupes d'Higuet renforcent les éléments britanniques en marchant vers le sud et s'emparent de Liwale le 30 octobre 1917 et contraignirent les troupes allemandes de franchir la frontière de la colonie portugaise du Mozambique. Alors, les femmes dans tout cela, les femmes congolaises, que viennent-elles faire dans la Grande Guerre entre 1914 et 1918, les femmes et les enfants, bien sûr. Durant la Première Guerre mondiale, les femmes congolaises ont non seulement servi à construire l'image affreuse de l'ennemi allemand, mais elles ont aussi été des compagnes de route des combattants. Normalement, dans les autres guerres du monde, les femmes sont des espionnes. On les utilise, font de la prostitution pour espionner l'ennemi, mais ici, c'est différent. D'abord, les femmes dans la fabrication de l'image de l'Allemagne comme ennemie du Congo. Comment on a utilisé les femmes pour convaincre les soldats à se battre? Comment convaincre les soldats congolais que la guerre dans laquelle ils allaient être embarqués les concernait directement? La mobilisation psychologique des soldats était nécessaire pour les inciter à combattre dans une guerre où l'Allemagne était à la fois contre la Belgique de l'Europe et contre la Belgique de l'Afrique, le Congo belge. Pour atteindre cet objectif, il fallait concevoir une propagande anti-allemande, comme on peut le comprendre à partir de cette théorie morale. On appelait cet endoctrinement propagandiste comme théorie morale, qui fut ordonnée par le colonel Charles Tombeur de Tabora, commandant en chef des troupes de l'Est. Ce qu'il faut dire aux soldats, je cite, « Les Allemands ont volé la guerre. Boulamatari ne la désirait pas. Les Allemands voulaient prendre les terres, les bétails et les femmes des soldats et des indigènes de Boulamatari. Alors Boulamatari a fait venir beaucoup de blancs et des soldats de nouveaux fusils, des quantités de cartouches, des canons, des grenades, des bateaux. Et maintenant, les Allemands ne pourraient plus nous prendre. Pourtant, les Allemands veulent toujours la guerre. Ils ont essayé de battre les soldats de Boulamatari, mais ils ne parviennent pas à les faire reculer. Malgré cela, les Allemands ne veulent pas finir la guerre. Et la guerre ne finira pas si nous n'allons pas attaquer les Allemands sur leur territoire. C'est pour cela que nous allons chercher les Allemands chez eux pour combattre avec les Allemands, et car les Allemands n'osent plus venir nous attaquer. Les Blancs et Noirs de Boulamatari sont bien armés et n'ont pas peur des Allemands. Nous ne faisons pas la guerre aux indigènes, ni aux femmes, ni aux enfants. C'est facile de tuer un indigène sans armes, une femme ou un enfant. Mais c'est gaspiller des cartouches pour rien du tout. Vrais blancs. Pourtant, ils doivent prendre autant que possible
les Allemands vivants. Il y aura des récompenses pour ceux qui prendront des Allemands. Les soldats ne doivent pas voler ni les bétails ni les femmes des indigènes. Ils ne font pas la guerre pour voler, mais battre les Allemands et les chasser parce que les Allemands sont mauvais et voleurs. Ceci, c'est une grande guerre. On en parlera longtemps. Ceux qui ont des enfants maintenant raconteront plus tard à leurs enfants tout ce que les soldats de Boulamatari ont fait pendant la guerre. Et les soldats de Boulamatari ne sont pas des soldats boulés. Ils battront les Allemands pour que ceux-ci n'osent plus jamais recommencer la guerre plus tard. Fin de citation. Cette théorie morale était fondée sur la loi de la conservation de l'individu, en suggérant la peur aux soldats de voir les Allemands venir arracher les terres, les bétails et même les femmes des soldats et des populations du Congo. Afin d'éviter l'issue de cette situation dangereuse, les soldats étaient invités à avoir la confiance en eux-mêmes, surtout à la puissance et à la grandeur de la Belgique. Il est évident qu'une telle hardiesse d'usurpation appelait la rage du soldat sur le champ de bataille. L'enjeu politique était de taille parce qu'il s'agissait d'une guerre des Congolais contre les Allemands. Ces méchants Allemands, il fallait les tuer, mais surtout les capturer vivants pour mériter de grandes récompenses. Un aspect intéressant de cet encadrement moral, c'est la mise en garde du soldat contre tout acte de barbarie et d'indélicatesse à l'endroit des populations civiles des territoires occupés. Les habitants de ces régions étant les yeux et les oreilles des forces ennemies, sans eux les troupes iraient aveugles et sourdes au combat. S'ils n'étaient pas là pour porter les provisions et les munitions, les soldats allaient mourir de faim et rester impuissants devant les assauts de l'ennemi. On explique aussi aux soldats qu'il n'y a aucune gloire à combattre des gens sans armes et qu'il est contraire à l'honneur militaire de piller des champs, du bétail et même de violer les femmes des populations civiles. Les soldats devaient considérer cette guerre européenne comme la sienne puisque les intérêts personnels semblaient être menacés. Les femmes maintenant dans les opérations militaires de la force publique pendant cette guerre. À propos du rôle joué par les femmes durant la guerre, et surtout pendant la campagne du Cameroun, on dispose de très peu d'informations. À part un rapport d'un aumônier, le père de Skut, Léo Bitremieux, un rapport qu'il a envoyé à son évêque, Monseigneur Camille Van Hausle, pour se plaindre de la conduite des soldats congolais en campagne à Lomé. Il avoue que les soldats n'étaient pas des saints, mais presque tous, ils étaient baptisés, mais ils se comportaient parfois comme des hommes pervers. Il avait beaucoup de mal à accepter leur libertinage. C'est ce qu'il explique dans une lettre qu'il a adressée à Monseigneur le 25 octobre 1915. Il est retourné d'une retraite humiliante. Ils étaient démoralisés. J'ai compris que chez les 2 sur 3 de la compagnie Léopold II, une trentaine de femmes, sans celles qu'ils avaient abandonnées le long de la rivière ou qu'ils avaient sous-traitées. Là, un petit poste, ce n'était pas mieux dans un retranchement. Des bons chrétiens et des catéchumènes possédaient 2 ou plus d'une femme. Les mauvais exemples étaient donnés par les Français qui toléraient tout. Mais ah, Monseigneur, quelle débauche, quel chaos dans les camps, dans les villages et à travers tous les pays. Les missionnaires affirment que la compagnie de Kintambo était déjà en route vers Doumé.
et qu'il rencontrait beaucoup de difficultés avec la compagnie de Maïndombe à cause de l'éternelle question des femmes et de la polygamie. Les détachements envoyés au Cameroun étaient obligés de séjourner dans une contrée marécageuse extrêmement malsaine, marchant pieds nus, avec des habits en lambeaux, sans aucun abri contre les pluies torrentielles qui tombaient continuellement pendant cette saison. Les soldats étaient exténués, porteurs, femmes et enfants ont également supporté les pluies torrentielles de l'Équateur. Ils ont traversé les forêts impénétrables et les marécages de félidés. Bref, ils ont beaucoup souffert de dures conditions climatiques. On dispose d'un peu plus de détails à propos des rôles joués par les femmes dans les campagnes de l'Est africain allemande 1914 et 1917. En 1914-15, durant la campagne de Rhodésie et durant la campagne défensive du Tanganyika, les prescriptions interdisaient la présence des femmes dans les colonies, et ces prescriptions étaient respectées encore. Jusqu'en juillet 1916, pendant les opérations de la Brigade Nord, le 3e régiment mixte, il était assez aisé de faire respecter l'interdiction des femmes dans les colonnes. Ces régiments disposaient d'un portage organisé constitué par 5 000 à 6 000 porteurs anglais originaires de l'Ouganda, fournis et encadrés par des Britanniques. Pour le 3e régiment mixte, le colonel Molitor constata le 1er juin 1916 que les troupes s'étaient signalées par leur discipline et leur belle conduite. Par ailleurs, le colonel Molitor rapporta que dans les colonnes du 11e et 13e bataillon, le chef du 4e régiment mixte lui affirma qu'il n'y avait ni femmes ni enfants. C'était les Ougandais, ce qui lui permit de mieux faire respecter les populations par les soldats. Une enquête menée vers octobre 1916 révéla que des femmes noires ayant appartenu à des troupes de Hauptmann Godovius, Hauptmann c'est le capitaine, je crois, furent à cette époque emmenées par le 11e bataillon au lieu d'être envoyées à l'arrière. C'est ainsi que les soldats dépourvus de prisonnières se procurèrent des femmes chez les indigènes et les emportèrent avec eux. Alors que le 4, 14 et le 15 juillet 1916 étaient les journées de combat pour le 12e et 13e bataillon, et que le 17 juillet, le 11e bataillon rallia ses unités en amenant clandestinement un contingent de femmes. Les rapes des femmes provoquaient la fuite des porteurs et la désertion des villages le long de la caravane. À Marialif, le commandant Arma Ige écrit le 5 août 1916 au chef d'unité en ces termes. Je cite, « Peu avant la venue de la colonne, la population nous attendait, sans crainte et prête à nous servir. Une heure après l'arrivée, une bonne partie de la population était terrorisée et en fuite. Que s'est-il passé? Des femmes avaient été capturées, nombreuses, nos soldats pillés partout, et les réclamations affluaient nombreuses à la mission. En une heure, l'espoir que l'on pouvait avoir de se procurer des porteurs était détruit par le fait de la conduite scandaleuse de nos troupes. Cette nuit, des soldats ont tenté de pénétrer par escalade dans la partie de la mission réservée aux sœurs. Et comme je le disais dans la note précédente, cette manière de procéder, de plus qu'elle était honteuse, soit honteuse pour notre réputation, est contraire à nos intérêts. Tant que le commandant Arma Ige, Christophe, était là, les chefs d'unité s'efforçaient de faire respecter les prescriptions. Mais dès qu'il était parti, les femmes et les boys furent réintroduits clandestinement dans la colonne.
On vit le 17 août 1916, le soir, une quarantaine de femmes qui marchaient vers le camp du 12e bataillon. La prescription de l'évacuation des femmes sur la route de Tabora le 20 et le 21 août 1916 mécontenta fortement les soldats. Cependant, on dut leur expliquer que lorsque les indigènes étaient spoliés, ils fouillaient et n'amenaient ni vivres ni porteurs. C'est pourquoi il fallait éviter que les soldats puissent traîner derrière eux des bouches inutiles au moment où les vivres étaient plutôt rares. Chaque fois que les soldats comprirent cela, ils exécutèrent les ordres en envoyant les femmes. Mais dès qu'ils constataient que les femmes étaient nombreuses au régiment voisin, la tolérance alors était démise. Lorsque les troupes de 2 brigades arrivèrent à Tabora le 19 septembre 1916, sur ordre du général Tombeur, les femmes légitimes des Noirs originaires du Congo furent appelées vers les troupes. À la fin de la campagne de Tabora, pendant le temps de suspension assez longue des opérations, bien que le général Tombeur n'admit jamais les rapts et le maintien des femmes locales dans les camps et qu'à plusieurs reprises il prescrivit avec rigueur d'exclure ces femmes des camps et de les remettre à M. l'auditeur Leyen pour restitution aux chefs locaux, il y eut toujours sabotage. Les troupes marchant vers Tabora avaient entraîné vers elles clandestinement de nombreuses femmes illégitimes et certains chefs d'unité disaient qu'ils ignoraient le texte de l'ordre du général Tombeur de Tabora relatif aux femmes noires. En 1917, chaque fois que les chefs européens se sentaient surveillés et étaient guidés par une claire conception de leurs devoirs, ils observèrent la règle et des résultats rapides furent obtenus dans un délai raisonnable. La marche rapide des colonnes. Ces colonnes donnèrent l'exemple du respect des populations locales et la discipline contribuait ainsi au bon renom des troupes congolaises. Par contre, c'est suite à l'inexécution des prescriptions que furent dues des exactions chez les populations civiles, des plaintes du commandement anglais et des enquêtes longues à éclaircir. On déplora même des cas d'insubordination collective du 1er régiment du 8e bataillon au début de mai 1917. Le manque d'activité vers le 20 et 23 mai 1917 d'une colonne au sud de Tabora permit à la colonne ennemie Wittgens de se réorganiser alors qu'il ne pouvait être dans une position critique. Ce fut aussi le cas du manque d'activité du 6e et 4e bataillon en juin 1917, qui donna l'occasion à la colonne ennemie, commandée par le Hauptmann Naumann, de s'échapper. Cela eut pour impact la prolongation des opérations jusqu'en août et en septembre 1917. L'insécurité du rail central et de la ligne de communication de la brigade sud de Kilosa vers Mahenge en septembre. En juin 1917, alors que le 13e et 11e bataillon observaient les prescriptions du commandement et affichaient une meilleure discipline, les 4e et 6e bataillons, au contraire, entraînèrent encore des femmes en opération au nord du rail et furent caractérisés selon une enquête ordonnée par le lieutenant-colonel Thomas par des constats suivants. Lorsqu'en juillet 1917, j'ai fait effectuer une enquête pour établir l'origine des femmes suivant ces unités, il fut démontré qu'elles provenaient de toutes les régions traversées par nos troupes. C'est là une preuve nette entre beaucoup d'autres que les effectifs rationnés et rationnaires en opération s'accroissent tout seulement par suite des rapes effectués en cours de route à la faveur avant tout de la tolérance certaine de certains gradés européens. Cette connivence tacite des Européens et de leurs troupes ne peut être vaincue que par l'application stricte d'un code pénal de guerre.
et de paix, permettant des sanctions immédiates et redoutables. Pendant les temps de suspension assez longue des opérations qui suivit la prise de Mahenge en 17, les chefs supérieurs prescrits alors de mettre les femmes en sécurité vers les camps occupés par la troupe. Alors, quelles sont les conséquences de cette présence des femmes dans les opérations militaires? La présence des femmes et des enfants dans les opérations militaires a des conséquences à la fois militaires, démographiques et sanitaires. Elle avait également un impact sur la discipline des troupes et provoqua des transformations identitaires et culturelles dans la région. Concernant la rapidité des opérations, on constatait que la présence des femmes et des enfants était un frein à la rapidité des opérations. Elle alourdissait les colonnes et faisait augmenter les réquisitions du transport des vivres. En 1917, où les troupes vécurent sur les magasins, surtout des chefs européens tolérèrent la présence des femmes dans leurs bataillons, or par manque de vivres, ils ne surent pas mettre leurs troupes en route en temps voulu ou entreprendre les marches rapides nécessaires. Sur le plan de l'emploi des forces, la présence des milliers de porteurs, des femmes et d'enfants dans les colonnes amenant les commandements a abandonné l'idée de toute attaque directe sur les positions fortifiées allemandes et de faire appel à la manœuvre pour forcer l'ennemi à céder le terrain avec le minimum de pertes en vies humaines. Les résultats étaient dus surtout à la manœuvre qui forçait les Allemands à abandonner des positions sous peine d'être tournés. Le succès de la manœuvre n'empêcha pourtant pas de nombreux combats, de rencontres entraînant des pertes sérieuses de part et d'autre. Sur le plan démographique, la force publique, en déplacement, prenait plus l'allure d'une vaste migration humaine que d'une armée en pleine guerre. Parmi les morts, les porteurs étaient les plus nombreux. Outre les soldats, la force publique employait un porteur pour un soldat et demi. Et un officier blanc disposait de 20 porteurs. Lorsque la guerre éclatait, la force publique avait 20 000 porteurs fixes qui parcouraient 30 km par jour, avec 30 kg de charge sur la tête. Pendant la guerre, près de 260 000 porteurs occasionnels vinrent s'y ajouter. Officiellement, les statistiques signalaient 145 blancs, 1895 soldats noirs et 7124 porteurs fixes qui périrent pendant la guerre. On estime à 20 000 morts le nombre de porteurs occasionnels. Les effectifs des femmes et des enfants vivants ou morts n'étaient même pas connus. Un fait est certain, c'est que la guerre a provoqué une forte mobilité des populations, une désertion d'hommes et de femmes, parfois de tout un village, une dépopulation qui causa la perte des forces reproductives et productives et perturba la stabilité des familles. L'augmentation incontrôlable des bouches inutiles composées de femmes et d'enfants dans les colonnes, aggravant la question d'approvisionnement des effectifs rationnels. Dans le domaine sanitaire, la santé des femmes et des enfants était menacée si les femmes étaient maintenues dans les bases où l'approvisionnement pouvait se faire aisément. En accompagnant la troupe, la femme courait le risque de la pénurie de vivres et des maladies plus fréquentes en route. La promiscuité qui régnait dans les colonnes était favorable à la propagation de maladies comme la variole, les maladies vénériennes, la tuberculose et les épidémies. Vers la fin de la guerre, une épidémie de grippe espagnole, dont le roi d'Espagne lui-même fut victime,
se déclara: cette maladie, appelée par les Anglais Spanish influenza et par les Flamands fièvre de Flandre et par les Allemands également, eh bien, en Éthiopie, ailleurs, on parlait de maladie du vent. Maladie du vent. Il y a peu. Et dans l'Est africain allemand, d'obscurité qui s'installe. Lorsque cette épidémie se déclara, en septembre 1917, elle fut d'abord diagnostiquée par le service médical de la force publique comme bronchite, sensibilité chronique multiple. Cette épidémie fit environ 100 000 morts, dépeuplant des villages entiers dans l'ouest de la Tanzanie et dans la région centrale autour de la ville de Dodoma, par exemple. Une personne sur 5 mourit de suite de cette maladie. À propos du respect des droits des populations locales, si certains gradés européens, certains gradés noirs ou certains soldats entraînaient clandestinement des femmes à la suite des colonnes, la masse des soldats voulait également bénéficier du même avantage. Les soldats enlevaient alors des femmes des villages sur leur passage et les entraînaient à des distances considérables. D'autre part, la femme noire, légitime ou non, marchait à la suite des colonnes, devenait un instrument de pillage et n'était pas soumise à la discipline. Là où elle passait, elle volait du bois, des légumes, des poules, etc. Pareil comportement occasionnait des plaintes ou fuites d'indigènes. Le manque de porteurs indigènes, de longues enquêtes et même de réparations financières. Sur le plan de la discipline, les femmes en route étaient une cause d'indiscipline pour les soldats. En effet, leur présence incitait les soldats à manifester souvent au sujet de la nourriture. On se plaignait que la nourriture était mauvaise ou manquait en termes de quantité, de la rapidité et de la longueur des marches militaires, etc. Les commandants d'unités se trouvaient impuissants devant ces manifestations. Enfin, la composition multiculturelle des colonnes, par exemple, l'intégration de 5 000 à 6 000 porteurs ougandais, les rapts et la fuite des femmes et des porteurs le long de la route, tant à l'intérieur du Congo qu'en territoire allemand et au Cameroun, en Rhodésie et dans l'Est africain allemand, Rwanda, Burundi et Tanzanie, a contribué à la construction de plusieurs formes de contacts interculturels qui cimentent plusieurs formes d'hybridité des pays de la région des Grands Lacs. Conclusion. En garnison comme en temps de paix, les soldats congolais aimaient voir sa femme et ses enfants dans les camps où ils stationnaient. Et l'officier européen s'aménageait noir. Pendant les opérations militaires, aussi bien les gradés européens que les hommes de troupes souhaitaient que leurs dépendants fussent également mobilisés à leur côté. Comme dépendantes du soldat, avec leurs charges, elles ont enduré les mêmes souffrances liées aux conditions climatiques et sanitaires. Elles qui n'avaient pas été préparées au métier des armes, en accompagnant les hommes durant la campagne du Cameroun, de Rhodésie et au cours de campagne dans l'Est allemand. Elles ont donc constitué à la fois un motif de bonheur pour les combattants, une cause d'indiscipline, de lourdeur des opérations, d'augmentation croissante des effectifs qui devaient manger, des effectifs qu'on appelle rationnaires, et des actrices de la construction de nouvelles relations interculturelles au niveau national et entre les peuples de l'Afrique centrale et orientale. Je vous remercie. Le médecin était là aussi. Alors ici, c'est mieux.
les colonnes. Voilà comment ça marche à pied. Hein, à pied, donc. Devant, c'est les soldats, et puis les porteurs, et puis les femmes et enfants derrière. Bon, et de temps en temps, le commandant doit les... Voilà, Comment ils ne vont pas tomber malades dans le froid, dans toutes les conditions comme ça? Comme ça. Pieds nus. Au front, ils étaient au front, donc c'est pas de la blague. Quand même aux gens des vêtements décents pour le front. Les soldats n'avaient pas de chaussures, hein, même les soldats étaient pieds nus. Médecins soignés aussi, avec des aumôniers, militaires, Bassamo, Bamasera, tout ça pour les autres. Hein. Juste pour écouter. Vous travaillez pour qui, vous autres? Nous, on a une petite structure indépendante qu'on essaie de mettre en place avec mon ami. Ça s'appelle Kimbavi Tafil.